Sunderlight Productions. L'arrivée d'un premier enfant est souvent source de bonheur, mais aussi d'inquiétude. Quelles valeurs vais-je lui transmettre? Quels moments forts allons-nous partager ensemble? Ou encore, quelle planète vais-je lui laisser? Cet heureux événement est souvent synonyme pour les futurs parents d'une nouvelle vie qui commence, avec des priorités qui se redessinent et une nouvelle organisation à trouver. Quand certaines personnes décident d'arrêter le sport par manque de temps et d'énergie avec l'arrivée de leur premier enfant, Nicolas a quant à lui fait le choix de commencer à pratiquer une activité physique afin de devenir un papa mieux dans son corps et aussi dans sa tête. Mais comme la vie nous réserve souvent bien des surprises, il était loin de se douter que cette décision allait avoir un impact considérable dans sa vie jusqu'à se retrouver au cœur de l'actualité médiatique du monde entier. En juillet 2015, quand j'ai appris avec ma femme qu'on allait devenir parents, une grosse émotion positive s'est emparée de moi et beaucoup d'émotions, mais aussi un poids émotionnel qui fait que très vite, en fait, j'ai pris conscience de la responsabilité d'être père et ce que ça engageait, que ce soit tout ce qui est valeurs morales, les valeurs du quotidien qu'on peut inculquer à notre enfant et qu'on se doit d'avoir quand on devient papa et maman. Et c'est devenu une grosse émotion qui m'a amené à changer mes habitudes de vie, mon hygiène de vie, mon fonctionnement tout simplement au quotidien, ma manière de voir les choses. Ça a changé beaucoup de choses en moi émotionnellement et ma manière de fonctionner dans mon quotidien entre le jour où nous l'avons appris au mois de juillet 2015 et la naissance de Charles le 27 février 2016. En apprenant que j'allais être papa, très vite, en fait, une semaine après, je me suis acheté une paire de running et je me suis mis à courir très rapidement après cette annonce-là parce que je voulais être un papa dynamique, sportif, comme l'a été mon père également, pour l'accompagner dans ses premiers pas, tout simplement, et dans ses premiers pas de sportif. Et donc à l'époque, je fumais un paquet de cigarettes par jour, je faisais 91 kilos. Et les premières semaines de reprise de la course à pied, physiquement, ça a été très dur, dans le sens où je faisais 2 kilomètres et j'étais rouge écarlate. Et vu qu'à l'époque, je fumais un paquet de cigarettes par jour, j'avais les poumons en feu, et c'est le cas de le dire. Et j'avais le goût du sang dans la bouche, j'avais les articulations qui me faisaient mal parce que je faisais 91 kilos à l'époque. Je reconnaissais plus du tout mon corps que j'avais laissé en fait quand j'ai arrêté le sport à l'âge de 20 ans où je faisais du foot à très bon niveau et je reconnaissais plus du tout les sensations que j'avais à cette époque-là. Et petit à petit, je suis arrivé à faire des sorties un peu plus longues. Même si c'était très dur, physiquement, les lendemains, les surlendemains après mes sorties running, parce qu'à l'époque je courais que 2 fois par semaine à peu près, 2 à 3 fois par semaine, même si c'était très dur, j'avais cet objectif-là d'être en forme pour accueillir notre fils ou notre fille, parce qu'à l'époque on ne connaissait pas le sexe, mais j'avais cet objectif-là, mais c'était surtout en fait l'émotion que j'avais, ce qui me faisait me battre en fait contre moi-même entre guillemets, c'est l'émotion que j'avais après les sorties running. En fait, j'étais fier de moi parce que c'était des petits accomplissements au fur et à mesure. J'avais les endorphines qui travaillaient forcément, donc j'avais une meilleure qualité de sommeil. Je me sentais de jour en jour mieux dans mon corps parce que forcément, quand on se met à courir comme ça, on fait un peu plus attention à notre hygiène de vie en termes d'hydratation. Je fumais de moins en moins. Au niveau des repas, je faisais de plus en plus attention à pas trop manger et surtout manger sainement. Et ce qui me faisait tenir surtout, en fait, c'était toujours avoir cet objectif parce que je me suis mis à courir pour être un papa athlétique entre guillemets et en forme. Et un de mes défauts ou une de mes qualités, je sais pas, je suis un petit peu têtu et c'est pour ça que je me battais chaque jour pour me remettre en forme. À force de courir dehors, en fait, au bout de 4-5 mois de course à pied, forcément les distances s'allongent un peu. Je faisais des 10, 15, 20 kilomètres lors de mes sorties et forcément je parcourais un petit peu plus de chemin que lors de mes premières sorties de 2 kilomètres. Et ce que j'ai pu constater à cette étape-là de ma remise en forme, c'est que quel que soit le périmètre où j'allais courir,
il y avait des déchets. Que ça soit en hypercentre de la ville où j'habite, dans la première couronne, et puis ensuite après l'environnement rural où malgré tout dans les chemins de halage ou même dans les petites routes de campagne, il y a des déchets. Au fur et à mesure de ma reprise de la course à pied, j'ai commencé à adhérer sur des groupes de réseaux sociaux de coureurs, soit en France ou même du monde entier, et tout le monde postait des photos du paysage, ou de notre visage qu'on a tous à la sortie d'une sortie. On est rouge, transpirant, et le 5 décembre 2015, au moment de faire ce post-là, un petit peu comme tout le monde, j'étais sur mon téléphone, j'étais en phase de récupération, les 5, 10, 15 dernières minutes qu'on fait tous en fait pour relâcher les jambes. Je vois ce paquet de cigarettes qui était là par terre. Moi-même à l'époque fumeur, je me dis mais pourquoi pas le ramasser, le prendre en photo au lieu de me prendre moi avec ma tête. Pourquoi pas le prendre en photo, le ramasser, et si tous les coureurs du monde entier, c'est-à-dire je crois, si je me trompe pas, c'est 1 milliard de personnes dans le monde courent au moins une fois par mois, si toutes ces personnes-là ramassaient au moins un paquet de cigarettes, ça ferait 1 milliard de déchets par mois ramassés, ce qui serait je pense un beau geste pour la planète de manière collective. Et donc c'est là où je l'ai posté. J'ai mis aujourd'hui j'ai fait une sortie de 11 km en tant de temps, et je poste pas ma tête, je poste ce paquet en citant la marque. Est-ce qu'on ferait pas tous un run, un déchet à l'avenir? Et là, habituellement, j'avais 2-3 notifications avec 4 personnes qui avaient liké ma photo et qui commentaient bon courage, moi aussi je reprends, c'est dur parfois. Et alors que là, j'ai dû avoir 200 commentaires. Donc effectivement, dans la soirée, en fait, les gens repartageaient ma photo un petit peu sur les groupes. Allez, on s'y met tous. Ou d'autres personnes qui me disaient, moi aussi je fais ça, je cours, je ramasse des déchets un petit peu partout en France. Et en fait, je me suis dit, mais en fait, je suis pas le seul à être motivé à le faire. Il n'y a pas de copyright pour la planète. On est tous capables de le faire. On est tous capables de se motiver les uns les autres pour protéger notre planète et la nettoyer. Le lendemain de cette publication-là, j'ai recouru. Et à l'époque, je courais 3-4 fois par semaine, c'est-à-dire tous les 2 jours en gros. Et en fait, je me suis dit, le lendemain, je vais courir, et je prends un sac ficelle qui traînait dans mon garage, et j'ai ramassé 10 paquets de cigarettes, 5 canettes de soda. Et, et là, pour le coup, le un run, un déchet était devenu un run 10 déchets. Et je me suis dit, on va se motiver. Et de là m'est venue une autre motivation supplémentaire au-delà d'être en forme pour l'arrivée de mon enfant. Je me suis dit, on va nettoyer la planète tous ensemble pour nos enfants, pour tous ensemble, on va nettoyer la planète. Et en plus de vouloir être en forme, c'est devenu addictif de vouloir aussi nettoyer la planète le plus possible en parcourant le plus de kilomètres possible, en nettoyant le plus de kilomètres possible. Et 1 mois après, je crée le groupe Run Eco Team pour qu'on se motive les uns les autres, pour que les gens adhèrent à ce groupe Facebook, qui n'est pas une association à l'époque. Et en très peu de temps, en l'espace de 3 semaines, on est 800 sur ce groupe-là. En l'espace de 2 mois, on est 1200. Ce qui est important à cette époque-là, c'est que mi-février, on est 1200, mais surtout, je vois qu'il y a des personnes qui sont à l'autre bout de la planète. Il y avait 24 pays représentés en l'espace d'1 mois et demi. Et ça m'a bluffé. Et ça, là, je me suis dit, on peut faire bouger les choses. Et mon fils n'était pas encore né. Quand j'ai eu ce déclic-là de 24 pays représentés sur un groupe de 1200 personnes, ce qui est dérisoire, 1200 personnes sur un groupe Facebook, mais 24 pays, c'est énorme. Et mon fils est né 15 jours après. Et là, je me suis dit, Nico, tu lâches pas, qu'on se motive les uns les autres avec ce discours positif, ces ondes positives que les gens partagent sur notre groupe. Il faut courir pour un monde plus propre, qui est devenu notre slogan, c'est-à-dire faire du sport en se faisant du bien pour soi, mentalement, physiquement, et faire du bien à la planète. Le 14 juillet 2016, c'est-à-dire 7 mois après la création du groupe Facebook Run Eco Team, on est un 14 juillet, on fait un barbecue à la maison avec une bande d'amis. Il y a ma femme, notre fils,
et des amis, des couples d'amis qui étaient présents à la maison. Et là, mon téléphone vibre et je vois une notification d'une personne avec un nom anglophone. Telle personne veut vous envoyer un message. Je regarde, je me suis dit au début, je ne connais pas trop de personnes qui ont des noms anglophones dans mes amis Facebook. À l'époque, je devais avoir 80 amis Facebook et je les connaissais tous. Et donc j'ouvre le message et la personne se présente. Bonjour, je suis telle personne, je travaille dans le cercle rapproché de Mark Zuckerberg, le créateur de Facebook. Nous aimons votre initiative René Cotim. Pouvez-vous nous en dire plus ? De là, je regarde le message de nouveau, je le fais Google Translate et je fais traduire, même si je maîtrise l'anglais, je fais traduire quand même le message par Google Translate. Et effectivement, ça confirmait ma traduction que j'avais fait dans ma tête. Je regarde mes potes et je me dis qui a fait cette blague. Et donc j'interroge chacun de mes amis et mes amis, mais non, c'est pas nous, on t'a pas fait de blague. Et tous étaient surpris et je voyais quand même des regards d'honnêteté dans leurs regards, même si on avait pris 2-3 apéros. Ces personnes-là me disent bah non, c'est pas une blague, réponds, on va voir ce qu'elle va te dire et tout ça. J'étais encore perplexe à ce moment-là. Donc je réponds à cette personne, bonjour, René Cotim, c'est juste un groupe Facebook qui est devenu une association au mois d'avril et nous courons et on ramasse des déchets. Cette personne-là me pose encore d'autres questions. Est-ce que vous êtes le fondateur ? Oui, je suis le fondateur du groupe. Est-ce que vous êtes un parti politique ? Non, je ne suis pas un parti politique, c'est juste une association où on partage le plaisir du sport et de protéger la planète. Ah, super, très bien. Et donc là, plus ça allait, plus je croyais de moins en moins à une blague. De là m'est venue l'idée d'aller voir le profil Facebook de cette personne. Donc je regarde le profil et effectivement, cette personne-là était confirmée comme travaillant chez Facebook en tant que assistant de Mark Zuckerberg. Je regarde sur Google le nom de cette personne, je confirme de nouveau son post chez Facebook et donc ça confirme bien le statut et la véracité de ce message-là. Donc je continue à discuter avec cette personne-là. Nous, on finit notre soirée. Ça prend pas d'importance plus que ça ce soir-là, mais en fait, on a échangé nos mails et les jours suivants et les semaines qui ont suivi, c'est-à-dire entre le 14 juillet et début septembre, m'a posé d'autres questions. On a fait une réunion vidéo donc pour échanger avec Facebook. Pourquoi j'avais créé ça, voulait savoir l'histoire mon histoire qui m'avait amené à créer ce groupe-là. Et en septembre, ils m'ont proposé, si ça m'intéressait, de faire une petite vidéo, un film. Des gens de Facebook viendraient chez moi et on filme et je raconte l'histoire, tout simplement. Donc là, j'accepte le tournage de cette vidéo. Donc ça, c'était mi-septembre. Et elle me dit, on vous tiendra au courant. Donc octobre, j'avais pas de nouvelles. Novembre, j'avais pas de nouvelles. Et au 15 novembre, cette personne me recontacte et me dit notre équipe de tournage est prête à venir chez vous. Est-ce que la journée du 5 décembre et la journée du 6 décembre, est-ce que vous seriez disponible ? Donc j'accepte, oui. Donc c'était un jeudi et un vendredi, donc j'accepte. Je pose mes jours au cabinet. Et en fait, le jour où les personnes sont arrivées, je vois que c'était des Américains. Donc c'était pas une équipe de tournage de Facebook France, mais c'était une équipe de tournage de Facebook de Palo Alto, donc le siège de Facebook. Donc là, je me dis quand même, ça a une petite importance à leurs yeux, ce tournage. Et l'équipe de Facebook, super sympa, ils étaient 6, avec beaucoup de matériel. Moi qui n'avais à l'époque fait aucun tournage promotionnel ou de narration d'un sujet ou de mon histoire, j'avais jamais fait de tournage et donc effectivement la quantité de matériel était assez impressionnante. Et les personnes étaient super sympas, avenantes. Elles étaient très très sympathiques. Elles avaient amené des petits cadeaux pour Charles parce qu'elles savaient qu'on avait un fils. Elles étaient hyper attentives. Le tournage était assez cool, prenant parce que on a tourné quand même 1 jour et demi pour une vidéo de 2 minutes 40. Donc c'est l'équivalent d'un tournage de film en termes de volume de prise de vidéo par rapport au temps
de diffusion. Et de là, le vendredi soir, on fait entre guillemets un apéro de fin de tournage à la maison avec les personnes, mes amis et les personnes de René Cotim qui avaient participé au tournage et l'équipe de Facebook. Et à 21h30, 22h, la producteur de la vidéo me dit et me prend à part et me dit Marc a adoré ta vidéo. Je dis comment ça, Marc a adoré ta vidéo? Elle me dit Mark Zuckerberg a adoré ta vidéo. Je dis mais il l'a déjà vue. Et en fait l'après-midi il l'avait déjà montée à tel point où ils sont très professionnels. La vidéo était montée et Zuckerberg l'avait déjà vue. Et je dis ah ouais. Donc je dis c'est ouf. Et je lui dis mais comment ça va se passer, la diffusion et tout ça? Elle dit on te contacte dans les prochaines semaines, mais sache que Mark Zuckerberg a adoré ta vidéo et est très sensible à ton histoire. L'équipe de tournage de Facebook part le 6 décembre de Nantes et rentre à Palo Alto en Californie. Et il m'envoie un mail juste pour dire que la vidéo serait postée dans les prochaines semaines sur Facebook. Donc les jours passent, les semaines passent et les vacances de Noël arrivant, je me dis ça sera début 2017 pour la nouvelle année. Et ce soir de Noël, le 24 décembre 2016, on est chez mes parents, on prend l'apéritif et mon téléphone se met à vibrer de manière assez intensive et même comme très très inhabituelle. Donc il faisait que de vibrer en permanence, ça ne s'arrêtait pas. Donc on est quand même à l'apéro de Noël, donc je me permets d'ouvrir et de regarder les notifications. Et là j'avais reçu, je crois en l'espace d'1 minute 30, 2500 notifications. Et je regarde qu'est-ce qui concernait ces notifications. Et en fait, c'était Mark Zuckerberg vous a identifié sur une publication. Donc là, je clique et je vois que c'est la vidéo qu'on avait tournée, que je n'avais jamais vue encore, qui était postée par Mark Zuckerberg, qui racontait mon histoire et qui disait que c'était son histoire favorite sur Facebook de 2016 et qu'il aimerait partager les valeurs de la vidéo dans le monde entier, et qui me félicitait, Nicolas Lemonnier, pour la création de René Cotim. Donc ça a pris un petit peu partie de la discussion du soir de Noël avec la famille, et de là c'est suivi un emballement médiatique de médias français et internationaux sur qu'a-t-il donc fait pour avoir un post de la part de Mark Zuckerberg le soir de Noël. Dernière semaine de janvier, je reçois un mail assez tard. Il y a marqué Mark Zuckerberg Team, et donc j'ouvre le mail et cette personne-là me contacte et me dit bonjour, Mark Zuckerberg aimerait vous inviter au siège de Facebook en Californie, à Palo Alto, la semaine prochaine. Je réveille ma femme qui était déjà couchée. Je l'avertis, elle me dit mais qu'est-ce que c'est cette histoire encore? Parce que les 3 semaines précédentes qui avaient suivi le post de Mark Zuckerberg, j'avais été un petit peu sollicité par TF1, M6, les différentes radios françaises et puis des médias de l'étranger, le Brésil, au Portugal, en Angleterre, des personnes qui voulaient m'interviewer. Donc ça prenait un petit peu beaucoup d'importance. Et encore là, une nouvelle qui faisait qu'on était invité à Palo Alto en Californie une semaine après. J'appelle mon meilleur ami et je lui dis tu devineras pas quoi, on est invité en Californie à rencontrer Mark Zuckerberg par son équipe dans une semaine. L'organisation du voyage en Californie s'est faite très simplement, dans le sens où c'est Facebook qui s'est occupé de tout. Ils nous ont juste demandé nos passeports, de prendre des jours de congé de telle date à telle date, et ils nous ont dit vous inquiétez pas, on se charge de vous organiser le voyage vu la proximité en termes de date, parce que on partait de 6 jours plus tard, quoi. Donc en termes de billets d'avion, de logement, moi j'avais jamais été en Californie. C'était le premier vol dans ma vie où j'allais faire 9 heures de vol ou 10 heures de vol. Et donc c'est eux qui se sont occupés de tout, et ils nous ont dit le surlendemain, si vous êtes OK et que vos jours de congé sont validés,
vous partez tel jour à telle heure, on vous accueille à l'aéroport et vous serez les bienvenus pour rencontrer Mark Zuckerberg et toute son équipe. Donc j'arrive à l'aéroport de San Francisco dans l'après-midi et on sort de l'aéroport et une personne nous attendait, un taxi avec marqué Facebook Lemonnier Nicolas. Donc forcément, ça fait un peu étrange d'être attendu par un chauffeur. Donc on arrive et le chauffeur et la personne qui s'occupe de nous explique qu'on va se poser à l'hôtel, qu'on peut prendre un petit repas et que si jamais on était fatigué avec le décalage horaire, parce que là il était 16h et de mémoire je crois qu'il y a 11 heures de décalage, donc il devait être très tard pour nous dans la nuit, sauf qu'en Californie il était 16h. Donc on s'est posé et ils nous ont dit prenez votre temps, vous récupérez de votre voyage et demain vous prenez votre petit déjeuner demain matin et on vient vous chercher pour 10h et on vous accueille dans les bureaux de Facebook qui sont à proximité de l'hôtel. Donc le premier petit déjeuner californien terminé, on part de l'hôtel, toujours avec une personne de chez Facebook. On arrive dans les locaux de Facebook et là, une personne nous propose un café, nous dit si vous voulez, en attendant votre rencontre avec Mark Zuckerberg, vous pouvez visiter les locaux. Donc là, on visite les locaux, les différents bureaux, les différents sites, parce qu'il y a plusieurs sites chez Facebook. C'est une mini-ville, entre guillemets. Le toit terrasse qui est l'équivalent d'un parc qui est à proximité de chez moi, donc c'est un toit végétalisé, j'avais jamais vu ça, mais on a l'impression vraiment d'être dans un parc et pas sur un building, donc c'est végétalisé pour avoir de la verdure, des arbres à taille de vrais arbres, donc on visite tout l'environnement de Facebook, on prend les différentes navettes qui étaient à l'époque des navettes électriques, et à l'époque on n'avait pas vu de navettes électriques au quotidien en France. Donc à l'intérieur de Facebook, vous vous déplacez en petite navette électrique et donc on visite Facebook, on prend notre repas dans l'une des différentes dans l'un des différents restaurants de Facebook qui sont au service des salariés de Facebook qui peuvent manger à toute heure. Et ensuite, on visite les différents lieux de vie des salariés de Facebook. Donc, vous avez des ateliers de menuiserie, des ateliers de sport, vous avez des ateliers de théâtre qui sont accessibles à tous les salariés de Facebook à tout moment du jour et de la nuit, entre guillemets. Et donc, après ce repas-là, il est 14h et on arrive dans une grande pièce accompagné d'une personne de chez Facebook et cette personne nous dit Marc ne devrait pas tarder à arriver. Donc effectivement là ça commence, même si je suis pas de nature je dirais pas angoissée mais anxieuse entre guillemets, et donc la personne nous dit d'ailleurs c'était assez rigolo, nous dit juste une petite vérification, elle demande à ma femme, cette personne, c'est bien votre anniversaire aujourd'hui? Et Audrey lui répond oui. Et avec un petit regard interrogateur, elle lui dit mais comment elle sait? Et en fait forcément quand on est inscrit sur Facebook, il y a notre date de naissance. Donc je suis là avec ma femme dans cette pièce accompagnée d'une assistante de chez Facebook. On rentre dans une pièce de 100-150 mètres carrés à peu près, et moi je m'imaginais à peu près une rencontre un peu entre guillemets intimiste où on allait rencontrer Mark Zuckerberg de manière assez furtive. Et en fait quand on rentre dans cette pièce, il y avait une dizaine de caméras, autant de caméramans et autant de journalistes. Donc moi, petit ostéopathe de campagne, j'étais assez surpris, ma femme de même, avec tous ces équipes techniques qui étaient présentes pour illustrer notre rencontre avec Mark Zuckerberg. Et on nous prévient que Mark Zuckerberg arrive 3 minutes après. Donc forcément le palpitant monte un petit peu, même si on n'est pas de nature angoissée, ça fait toujours c'est toujours assez étrange de rencontrer une personne de cette envergure avec un service de sécurité digne d'un chef d'État. Et donc Mark Zuckerberg arrive et nous parle tout de suite avec un grand sourire et chaleureusement, de manière très simple et très, très positive, comme quoi il était très fier que son outil qu'il avait créé puisse
aider les initiatives comme la mienne à grandir et prospérer dans le monde entier de manière positive et qu'il était très heureux qu'il pouvait mettre sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse élaborer des initiatives comme la mienne et qu'il aurait été très content d'avoir pu créer René Coty à ma place. Et là, je lui ai fait la blague, mais j'aurais été très content de pouvoir avoir eu l'occasion de créer Facebook à sa place. Donc, c'était une petite blague, mais qui n'avait pas la même résonance pour lui comme pour moi. Mais un échange très cordial, et il me partage que sa fille a le même âge que Charles, que lui aussi court très très régulièrement, que quand il se met au sport, c'était en coïncidence avec l'annonce de la grossesse de sa femme. En fait, on a à peu près le même âge, même si on a des univers professionnels et environnemental complètement différents. Finalement, on a les mêmes sensibilités par rapport à l'annonce d'une grossesse et à l'annonce d'être papa, et on a les mêmes contraintes et les mêmes objectifs entre guillemets, je dis bien entre guillemets, dans notre vie de papa. La rencontre avec Mark Zuckerberg a duré 2 heures. C'est quelque chose que j'ai rencontré à la suite de ça beaucoup de personnes, des personnalités, des institutionnels, des personnes anonymes comme moi. Et c'est pas parce que c'est Mark Zuckerberg, mais ça a été très enrichissant dans le sens où c'est pas le fait qu'il soit un grand chef d'entreprise qui a donné une résonance, mais en fait c'est surtout d'avoir une personne qui a un univers complètement différent du mien, que ce soit financier, environnement. On vit pas dans le même pays, pas avec les mêmes choses, on vit pas les mêmes choses au quotidien, parce que l'Amérique est complètement différente que la France, mais j'ai senti un échange sincère dans le sens où lui aussi, il a eu un déclic émotionnel le jour où il est devenu papa pour la première fois, et il s'est senti responsable des actions qu'il pouvait faire au quotidien. Et c'est là où c'était enrichissant, plus que la personne médiatique et richissime qu'on puisse avoir. C'est l'échange sur cet aspect émotionnel de devenir papa qui m'a le plus marqué quand il a échangé sur la création que j'ai eue de René Coty, mais ce déclic qui est venu du fait que j'allais être papa. Aujourd'hui, l'aventure de René Coty continue toujours, s'agrandit de plus en plus, car on a de plus en plus de bénévoles à agir pour le sport et protéger la planète en faisant du sport. Donc sur différents aspects, on a des ambassadeurs renommés, comme des personnes comme Laurie Tillman, Tony Parker, des sportifs de renom, et des personnes médiatiques de renom qui nous accompagnent. Stéphane Diagana, qui a couru à plusieurs reprises et médiatisé ses actions en courant pour la planète. Et notre cheval de bataille de René Coty Éducation, c'est qu'on rentre par la petite porte dans les familles via les enfants, et ensuite les enfants incitent leurs parents à courir le week-end et ramasser des déchets, donc à prendre soin de soi, prendre soin de leur famille et en prendre soin de leur environnement. Donc ça, c'est un gros projet de René Coty. Et ensuite, après, on soutient les exploits sportifs de chacun de nos membres, anonymes et personnalités, qui courent des marathons, qui courent le marathon des sables dernièrement, qui vont gravir des montagnes en un temps donné, et qui ramassent des déchets et qui sont accompagnés par la René Coty en termes logistiques et médiatiques. Mais notre force de frappe, entre guillemets, force de frappe positive, c'est que on a tous le même langage. On court tous pour nettoyer la planète, se faire du bien à soi, faire du bien à la planète. Et comme je dis, moi j'étais entre guillemets l'un des premiers à courir et ramasser des déchets, mais pour la planète, il n'y a pas de copyright entre guillemets. Donc si demain il y a des personnes qui courent et qui ramassent des déchets et qu'ils appellent ça le plugging ou du ramassage de déchets, peu importe le nom, l'essentiel c'est l'action et surtout le groupe. C'est de le faire ensemble, quel que soit notre niveau sportif et quel que soit notre sentiment quand on le fait, notre fierté ou notre culpabilité entre guillemets, parce que indirectement on génère tous des déchets, mais si on met tous nos pierres à l'édifice, la planète et nous, on s'en sortira bien mieux. Ce
que j'ai envie de partager à mon humble niveau de coureur amateur et maintenant de triathlète, c'est de toujours avoir des objectifs dans la vie, jamais se limiter et surtout les rêves sont faits pour être accomplis et non pour continuer d'être rêvés. C'est-à-dire que quand vous avez des objectifs dans la vie, quand vous rêvez chaque jour, les rêves font avancer, mais c'est surtout que chaque étape de la vie est un défi et chaque défi est une avancée pour accomplir ses rêves. Étape par étape, petite marche par petite marche, on gravit des échelons et chaque personne à son niveau est capable d'accomplir ses rêves. Et les rêves, comme je dis toujours, les rêves sont faits pour être vécus et non continuer d'être rêvés. Si ce récit vous a plu, n'hésitez pas à adresser un petit mot de soutien à notre invité sur nos réseaux sociaux. Vous y trouverez une publication qui lui est entièrement dédiée. Si vous aussi, vous avez envie de raconter votre histoire, un événement de votre vie de coureur ou de coureuse qui a eu un impact considérable sur vous ou vous a fait voir les choses différemment, écrivez-nous à l'adresse suivante, le-récit@dltdc.fr. À bientôt.